Bonjour tout le monde, ici Francis Paquin et bienvenue au Balado Box, le compte de 8. Cette semaine à l'émission, Ulysse prend sa revanche contre Claggett, divorce acrimonieux entre Golovkin et Sanchez, Beterbiev défend son titre, et enfin un vrai test pour Canelo Alvarez, et c'est avec bonheur que je retrouve Adrien Meur. Salut Francis. Adrien, on va tout de suite commencer par le combat qui nous a le plus marqué sur la scène québécoise la semaine dernière. C'est le combat revanche entre Yves Ulysse-Fils et Steve Claggett. Revanche qui était attendue parce qu'on avait dit la semaine dernière, on n'était pas certain si Claggett l'avait vraiment emporté. Et là, cette fois-ci, le Québécois a mis les pendules à l'heure, l'a emporté par décision unanime des juges, des cartes de 97-93 deux fois et une autre de 96-94. Dans l'ensemble, une grande performance, une performance intéressante, du moins pour ce qu'on a vu, parce qu'après le cinquième round, je ne sais pas pour toi, je pense que c'était... moi non plus. OK, tu n'étais pas à la station parce qu'heureusement, ici, RDS, on avait des images qui provenaient d'un diffuseur télé américain. Mais pour ceux qui, comme moi, ont suivi le combat sur Facebook, oh là là, la diffusion qui a complètement planté après le cinquième round, c'était de toute beauté. Mais si on s'en tient à ce qu'on a vu, Ulysse, départ peut-être un peu plus lent. En même temps, il fallait s'y attendre parce que Claggett commence toujours ses combats en force. Mais plus important, je pense, c'est qu'il a su s'ajuster en cours de route. Oui, et j'avais lu un commentaire sur le RDS.ca qui m'a vraiment plu. C'était heureux qui, comme Ulysse, a fait un bon combat. Et c'est à peu près ça qu'on a vu. Il s'est bien adapté, puis surtout, il a utilisé ses atouts pour remporter ce combat. Il a combattu, il a fait un combat avec sa boxe à lui. C'est lui qui a déterminé le style de combat qui allait se faire dans le ring. Il a utilisé son jeu de pied pour se donner des bons angles. Il a utilisé ses déplacements pour échapper à la pression de Claggett. Et il a été très précis avec sa main droite, son direct du droit qui a atteint la cible à de nombreuses reprises tout au long du combat. Claggett, de son côté, a montré ce qu'on avait vu d'habitude chez lui, beaucoup de pression, beaucoup de volume de coups. Il est très très actif, il a un bon cardio, il a aussi une très bonne mâchoire parce qu'il a pris des coups de plein fouet sur la mâchoire et il n'a jamais paru sonner ou ébranler. Donc, de son côté, il faut toujours être deux pour faire un bon combat. Et là, Claggett, il a poussé l'action, il a pressé l'action, il a forcé Ulysse à être un peu plus actif que ce que le Québécois aurait voulu. Mais écoute, ça a donné un très bon combat et une victoire méritée pour Ulysse qui efface cette tâche à son dossier et qui n'a pas fait les mêmes erreurs qu'il avait faites dans le premier combat. Il a évité ce piège-là, des échanges coup pour coup. Il a vraiment utilisé, il a boxé à sa distance et il a boxé son combat à lui. Peut-être le moment que j'ai trouvé intéressant, c'est à partir du troisième round, on se rendait compte que s'il conservait la même stratégie du début de combat, il était littéralement cuit. Il a décidé de se coller pour ce round-là à Ulysse et ça fait en sorte qu'on semblait s'est collé à Claggett plutôt et l'Albertain semblait un petit peu décontenancé. Et c'est à ce moment-là, à la fin du troisième round, Ulysse qui a placé une droite qui a vraiment ébranlé l'Albertain qui s'est retrouvé dans les câbles. Heureusement pour lui, la cloche a sonné à mettre fin au round. Mais il a récupéré très rapidement, c'est ça qui est impressionnant. Des fois, même quand tu as une bonne mâchoire, tu peux te faire sonner, mais c'est la capacité de récupération qui est impressionnante. C'est une forme physique qui est assez irréprochable. Quoique au quatrième round, on a senti ralentissait un petit peu, a commencé à accrocher, barrer les bras, mais en même temps, ça fait partie aussi d'une stratégie parce qu'il fallait enlever les armes d'Ulysse. Et bon, après le cinquième, malheureusement, on n'a plus rien vu. On a entendu toutefois, après le huitième, l'entraîneur de l'Albertain qui lui a dit « Il faut absolument que tu m'en donnes plus, donne-moi en plus. » Et pour le reste du combat qu'on a pu suivre un peu, il y a quelqu'un qui était présent là, au casino à Indio, en Californie, qui filmait avec son cellulaire. Bon, c'est ça, c'était ce sur quoi on pouvait se rabattre. Mais on a vu une fin de combat intéressante de la part de Claggett. Malheureusement, là, comme le cliché le dit, trop peu, trop tard. Oui, j'ai raté, à partir du cinquième, j'en ai raté 2 ou 3 des rounds. On a vu les 2 ou 3 derniers rounds. Et Claggett a mis encore plus de pression parce que son entraîneur le poussait, lui disait « Ok, là, il faut que tu y ailles, il faut que tu lui fasses mal. » Il a essayé, Claggett, ça c'est clair qu'on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir essayé. Dans tous ses combats, c'est un gars qui met toujours l'effort. Mais là, Ulysse a réussi à pas se faire attirer dans ses échanges coup pour coup et vraiment à se concentrer sur sa défense quand Claggett attaquait et à le contre-attaquer efficacement. Là, qu'est-ce qu'annonce la suite pour la carrière d'Yves Ulysse? On ne sait pas encore au moment où on enregistre. On n'a pas annoncé de combat suivant. Par contre, du côté d'Eye of the Tiger Management, avec raison, on se frottait les mains. On était très content de cette victoire. On disait il est devenu champion du monde. Mais là, il faut un petit peu mettre les choses en perspective. Champion du monde, c'est la 4e ceinture de la WBA, ceinture gold. Là. Dans quelques années, on va probablement avoir ceinture silver, bronze, platine.
carton, name it, île de la Réunion, qui sait. Donc, on nous disait, là, on a enfin des armes, mais on va se battre contre Maurice Hooker. Je ne suis pas convaincu que la WBO reconnaît ce titre-là au même titre que celui, par exemple, du WBC ou encore de l'IBF. Il faut faire attention. D'un autre côté, Ulysse aussi a livré dans les circonstances une bonne performance, mais ça n'a pas été non plus là, une performance sans faille. Comme je l'ai souligné au début, le commencement du combat, là, ça a été. On sent qu'il prend toujours un peu de temps avant de se mettre en marche. Oui, mais en même temps, d'avoir une certaine vulnérabilité, c'est pas mauvais pour le marketing, parce que là, c'était aux États-Unis, devant un public américain. Et les champions américains qui l'ont peut-être pas vu précédemment dans ses combats au Canada, Ulysse, ils voient ça et ils se disent il y a peut-être quelque chose à exploiter. Là, il est vulnérable en début de combat et peut-être que ça va les inciter à lui donner plus facilement un combat, alors que s'il avait livré une performance absolument sans faille, eh ben, ils auraient dit oh là là, lui il est dangereux et il me rapporte pas forcément beaucoup d'argent parce qu'il n'est pas encore une vedette. Alors on va l'éviter pour le moment. Peut-être que justement ça va ouvrir des portes à Ulysse. Mais c'est vrai que la ceinture, elle n'est pas. C'est une ceinture, mais elle n'est pas particulièrement prestigieuse parce que c'est la première fois qu'elle était mise en jeu. Et les deux boxeurs n'étaient d'ailleurs pas classés par cette organisation-là. Donc c'était un petit peu. C'était un petit bonbon, mais pas. Je ne veux pas dire que ce n'est pas mérité, mais ce n'est pas une ceinture qui veut dire grand-chose. Bon, ça a lancé une fin de semaine qui a été particulièrement mouvementée dans le monde de la boxe. Vendredi soir, il y avait Sorong Visay qui affrontait Juan Francisco Estrada, un combat revanche qui était encore une fois très, très attendu parce que le premier combat qui s'était déroulé il y a quelques années déjà s'était terminé très serré. Et cette fois-ci, bien, Estrada a obtenu justice, a remporté le combat. Écoute, il menait sur les cartes des juges après 8 rounds, 80-72 et 2 cartes de 78-74. Donc, au mieux, Sorong Visay, il pouvait conserver son titre en arrachant un verdict nul majoritaire. C'est pas ça qui s'est passé. Il a remporté sur un des juges a donné les 4 derniers rounds au Thaïlandais, les 2 autres 3 rounds. Donc, il est passé à un round près de conserver son titre. Mais dans l'ensemble, ça a été un combat excessivement excitant. Quoique le champion, on senti, les cartes des juges le témoignent extrêmement bien, on sentait qu'il n'a pas bien commencé le combat. Il était un peu peut-être trop passif. On sentait là, que ses coups ébranlaient pas vraiment Estrada. Les coups en puissance ne le faisaient pas reculer ou réfléchir. Oui, moi aussi j'ai donné les 8 premiers rounds à Estrada. Je trouvais qu'il a très très bien boxé. Il a fait un combat quasiment parfait. La grosse différence pour moi, ça a été le jeu de pied d'Estrada, qui a réussi à toujours se sortir de l'axe pour se donner des bons angles d'attaque. Il a une belle variété de coups, il a été très actif. Il a mis l'accent sur la vitesse, alors que Sorong Visay mettait l'accent sur la puissance. Et il a vraiment dominé techniquement, tout en contrôle. Il n'a jamais fait mal à Sorong Visay, mais il était toujours en train de le piquer de tous les angles. Et il a vraiment fait 8 premiers rounds parfaits. Et ça, c'est dû non seulement à ses mouvements, mais c'est dû aussi à une erreur de Sorong Visay qui, à mon avis, s'est tiré une balle dans le pied. Il a fait les 8 premiers rounds en tant que droitier. Alors que c'est un gaucher. C'est un gaucher naturel. Il a fait le premier combat qu'il a gagné. Bon, c'est une décision majoritaire, si je ne me trompe pas. Quasiment dans la majorité en tant que gaucher. Il avait gagné ce combat-là. Et là, il arrive dans le combat revanche. Et il se met en droitier. J'ai vraiment pas compris sa stratégie. En plus, il l'a gardé très longtemps. Il a vu que ça ne fonctionnait pas. Il n'y avait rien qui marchait. Il était un peu plus flat-foot. Il n'avait pas sa distance, ça marchait pas et il s'est pas adapté. Il a pris vraiment beaucoup de temps à repasser en gaucher et je comprends pas parce que quand tu gagnes le premier combat, c'est pas à toi de faire les ajustements, c'est à celui qui a perdu de faire des ajustements. Là, c'est le gagnant qui a changé sa manière de boxer. J'ai pas compris pourquoi il a fait ça. J'ai pas compris pourquoi il a pris autant de temps à repasser gaucher et dès qu'il a repris cette position de gaucher, eh ben, il a connu beaucoup plus de succès. Il a réussi à placer son direct de la main arrière. Il était un peu plus mobile sur ses pieds aussi. Donc, il faut dire aussi qu'Estrada commençait à être un peu fatigué, se déplaçait moins et a décidé d'échanger un peu plus avec Sorong Visay. Pas forcément une bonne idée quand tu mènes largement au point et que tu fais face à un cogneur. Mais écoute, ça lui a pas porté préjudice. Mais c'est vraiment, à mon avis, une erreur tactique de la part de Sorong Visay qui a fait qu'il a été autant dominé dans le début du combat. Il a demandé une revanche, un 3e combat. Sorong Visay, je pense que ça serait... d'autant plus que c'est de très loin les 2 meilleurs boxeurs présentement de la division. De cette catégorie. C'est un naturel. Ouais. Même on pourrait voir jusqu'à un 4e combat comme
Ça a été le cas pour Manny Pacquiao et Marquez. Marquez dans le passé. Exactement. Et puis là, ça a été 2 bons combats. Et la fin de ce deuxième combat nous montre que Sor Rungvisai peut être plus compétitif que ce qu'il a été dans ce deuxième combat. Donc, si le troisième il commence comme gaucher et que Estrada fait un peu le même combat qu'il a fait là, ça va être très bon encore une fois. C'était la finale d'un événement présenté sur DAZN. Qui a été très bon. La finale a été excellente, mais la demi-finale entre Roman et Doheny, ça a été tout simplement sublime parce que Doheny a été au plancher 2 fois. 2e et 11e round. Mais malgré la chute au 2e, il ne s'est jamais découragé. Même qu'au 7e, on s'est dit, est-ce qu'il va être en mesure d'arrêter Roman, qui était vraiment dans la confusion la plus totale. Ça a été vraiment un combat parfait. Oui, back and forth. Chacun prenait l'avantage et après, c'est l'autre qui revenait. Un très très bon combat où chacun des 2 boxeurs a connu son moment, a connu ses moments. Roman qui a mieux commencé en avançant, en étant l'agresseur. Doheny qui a commencé le combat en essayant de contrer avec son direct du gauche qui est très très vif, très court, qui jaillit de sa garde sans aucune préparation. Après, il a pris un petit peu plus l'initiative en milieu de combat et c'est là qu'il a fait mal à Roman. Le knockdown au 2e round, c'était un crochet au menton, mais c'était un peu de déséquilibre. Doheny était en train de se déplacer. Il s'est fait atteindre au mauvais moment et ça l'a envoyé au tapis. Je ne pense pas qu'il était vraiment ébranlé. Il s'est relevé, il a continué. Il a fait preuve de beaucoup de cœur parce qu'il a eu le nez qui saignait dès le 4e ou 5e round. Ça a dû gêner sa respiration et avoir un impact sur son cardio, sur son endurance. Mais il a quand même fait très mal à Roman. Je pensais que Roman allait tomber ou au moins peut-être se faire même arrêter par l'arbitre parce qu'il a encaissé 7, 8, 9 gauche très très solide à la tête. Il était sur des jambes un peu molles, un peu Bambi sur la glace. Et il a eu beaucoup de mal. Il a pris tout le 8e round pour récupérer. Et après, il s'est un peu ajusté en travaillant beaucoup plus au corps. Il a travaillé au corps tout le long du combat. Mais là, il a vraiment insisté au corps après cet épisode du 7e round pour enlever un peu de puissance à Doheny, le fatiguer un petit peu. Et ça a porté fruit, et ça a non seulement porté fruit, mais il l'a même envoyé au tapis avec un coup au corps, un très bel uppercut au plexus solaire. On a vu Doheny là que dans les 2 derniers rounds, il était là pour survivre parce que c'était pas à la tête, il était capable de continuer, il était encore lucide, mais c'était le corps qui lui faisait tellement mal. On a vu à la fin, quand la dernière cloche a sonné, Roman qui vient donner 2 petites tapes sur le ventre de Doheny. Doheny qui se plie en 2, il a juste tapoté là. C'est pour me montrer à quel point il avait mal au corps. Et je pense que si Roman avait insisté encore plus dans ce 2e round sur son crochet au corps, il aurait peut-être pu obtenir le KO. Mais peu importe, ça a été un très très bon combat avec des rebondissements, chacun des 2 qui s'adapte à la tactique de l'adversaire, qui fait des ajustements. Ça a été un bon combat tactique, ça a été un combat physique aussi très, très dur pour les 2. Vraiment, si vous n'avez pas vu ce combat-là, il est probablement disponible sur Internet. Essayez de le trouver parce que c'était quelque chose. Là, maintenant, Roman est titulaire ceinture WBA et c'est un combat d'unification. IBF. Et là, maintenant, il veut s'attaquer à un autre champion, Ray Vargas. Et étant donné que tout ce beau monde-là est avec Vargas avec Golden Boy, si je ne me trompe pas. Donc, ça va être possible. Dans le domaine du possible. On peut y rêver, en tout cas, contrairement à bien d'autres combats. Toujours sur DAZN, samedi, c'était la poursuite de la Super Série mondiale de boxe. Et Régis Progrès se battait devant les siens en Louisiane. Il affronterait Kirill Relik. Il a fait qu'une seule bouchée du champion de la WWE. Et fait étonnant, Progrès n'avait jamais été champion à la régulière. Il avait déjà eu un titre intérimaire, déjà été champion de diamant du WBC. Et là, maintenant, il est titulaire en bonne et due forme du titre de la WBA. Du vrai titre. Et il a passé là, sur le corps de Relik. Chute au plancher au premier. Relik a eu le nez cassé au 2e, puis là, son clan au 6e round. Le boxeur pompait l'huile très sérieusement. Ils ont judicieusement décidé là, que ça en était assez. Et on a demandé l'arrêt. Très bonne décision d'arrêter le combat. Il lui a dit avant le 6e round, il faut que tu me montres quelque chose parce que sinon je tiens trop à toi pour te laisser dans le ring avec ce gars-là. Et effectivement, il avait pas les armes pour rivaliser avec Progrès. On voyait que Relik, il lui mettait la pression, mais il n'était pas assez actif. Il le faisait reculer, Progrès, ce qui est rare.
mais il le punissait pas, il lançait pas assez de coups, et quand il s'approchait, il n'utilisait pas assez son jab pour réduire la distance, donc il se faisait contrer à chaque fois qu'il entrait à sa distance. Ça a été très dur pour lui, le knockdown au premier round avec ce coup au foie. On a vu la puissance, comment Prograis a mis tout son poids dans ce coup-là. Relic qui a traversé le ring en montrant le dos à son adversaire parce qu'il était plié en deux. C'était vraiment un coup de toute beauté. Et après, Prograis, il a fait ce qu'on avait vu de lui dans les combats précédents. C'est un gars qui a un style très particulier. Il garde souvent les bras le long du corps comme ça. Quand il est à distance, il utilise son jab pour déclencher une attaque de l'adversaire. Et avec ses esquives, il a vraiment des mouvements pas juste de tête, mais du buste au complet. Un mouvement de pendule. Il descend très très bas. Des fois, il se plie même complètement en deux, ce qui n'est pas très académique, mais il arrive à bien le faire parce que ses pieds sont en position pour toujours frapper en puissance. Donc, il est capable d'esquiver avec des esquives inhabituelles, mais il est quand même en position pour frapper et pour frapper fort. Et il punit l'adversaire à chaque fois qu'il le fait rater. C'est ce qu'il a fait avec Relic, et c'était temps que le combat s'arrête parce que c'était qu'une question de minutes. Il allait soit s'écrouler, soit l'arbitre allait l'arrêter, mais peu importe. Il fallait que quelqu'un sauve Relic de lui-même parce qu'il était capable quand même d'encaisser ces coups-là, mais c'était pas bon du tout pour sa santé pour la suite de sa carrière. Et en tant que champion, il s'est fait complètement dominer par Prograis, qui à mon avis est le meilleur à 140 livres. D'ailleurs, son promoteur a demandé aux spécialistes de le mettre dans le classement des 10 meilleurs boxeurs livre pour livre. S'il gagne le tournoi de la Super Série mondiale, je pense que ça va aller de soi, mais pour le moment, on peut encore se garder une petite gêne. En demi-finale, tu avais exprimé un petit peu ton mécontentement. Tu aurais aimé voir un combat entre Nonito Donaire et Zolani Tété. Ouais. Bon, on a décidé d'aller de l'avant. Déjà qu'on a eu assez de problèmes avec ce tournoi-là pour la deuxième saison. Ça a été Stephen Young qui devait se battre sur cette carte-là est arrivé en remplacement. Encore là, ça a été un combat inégal, totalement dominé par Donaire. Un knockout dévastateur au 6e round qui laissait absolument aucun doute. Maintenant, il attend le gagnant du combat entre Emmanuel Rodriguez et Naoya Inoue. Il s'attend à ce que le Japonais l'emporte. Je pense qu'il n'est pas le seul. Et probablement que Inoue va ensuite battre Donaire, qui, on a vu, est vraiment dans la bonne catégorie de poids à 118. Qui est redescendu. Oui, c'est redescendu. 122 avait poussé le bouchon. Là, 118 est vraiment là où il avait été champion unifié d'ailleurs dans le passé. Donc... Et on a vu que c'était un peu c'était pas le Donaire des beaux jours parce qu'il a plus la vitesse. Non, à 36 ans maintenant, là, on voit considérablement ralenti. Oui, surtout dans ces petites catégories. Mais il a encore une chose qu'on perd pas avec l'âge, c'est la puissance. Et c'est notamment la puissance dans ce crochet gauche. Il a eu du mal à le placer dans le combat parce qu'il faisait face à un gaucher. C'est toujours plus dur face à un gaucher parce qu'il y a l'épaule droite qui est dans le chemin. Donc il s'est rabattu sur son direct du droit, qui est généralement une arme très efficace contre les gauchers. Il a atteint la cible souvent, et quand Young était un peu plus fatigué, commençait à ressentir le poids des coups, et il ressortait des corps à corps avec les mains très basses, et Donaire en a profité pour placer ce crochet qui nous a rappelé le Donaire des beaux jours. Là, c'est avec ce crochet gauche qu'il a mis la plupart de ses KO qui ont fait sa renommée contre Darchinyan, contre Montiel. C'était avec ce crochet gauche déjà, donc c'est sa meilleure arme. Ça aurait pu être plus tôt si c'était un droitier. Là, le fait qu'il était gaucher lui a donné quelques rondes en plus à Stephen Young, mais c'était vraiment un mismatch. Ils n'étaient pas dans la même catégorie, si tu veux. Chance qu'il y avait ça samedi parce que la contre-programmation sur PBC Showtime, c'était pas exceptionnel. Bon, une chance qu'il y a eu le poids lourd Effet Jacques en ouverture, une belle victoire avant la limite, mais sinon, Victor Postol, sa victoire combat à sens unique, peu intéressant. Et la finale entre Robert Easterfist et Ramsès Berthelemy, là, un endormitoire en règle. D'ailleurs, j'ai quelques statistiques qui ont été compilées par CompuBox et un 3e round d'anthologie qui sera assurément candidat au round de l'année. Easter a atteint la cible 3 fois, Berthelemy une fois en 25. Donc, je pense que c'était le meilleur round du combat, c'est Easter qui l'a fait. Il a atteint la cible 8 fois. Il n'y a pas un seul des deux boxeurs qui a atteint la cible plus de 8 fois dans le combat. Ça a fini 52 à 54 les coups qui ont touché la cible. J'ai déjà vu des boxeurs toucher 50 coups en 1 ou 2 rounds. Donc là, en 12 rounds, c'était vraiment... c'est un des pires combats que j'ai jamais vu. C'était nul. Non, ça a d'ailleurs été un combat nul.
dans tous les sens du terme. Et peut-être en terminant un petit mot sur Daniel Dubois, le poids lourd britannique qui est demeuré invaincu. Oui, une belle performance qui a battu Richard Lartey, un Ghanéen. Qui avait eu des problèmes de visa à l'origine, là, finalement. Ça les commentateurs britanniques disaient que c'était à cause de son âge, parce qu'il était censé avoir 27 ans, mais quand on regarde son visage, il y a peut-être 10 ans de plus au compteur. Mais Dubois, c'est une belle victoire par KO, 4e round, mais il a pris j'ai trouvé un peu impatient, il voulait briller. Il a pris des risques un peu inconsidérés parfois quand il lui a fait mal au 3e round à Lartey. Le Ghanéen, il s'est mis à swinguer, à lancer des coups. Il s'est dit, j'y vais le tout pour le tout. Et Dubois, qui n'avait pas intérêt à faire ça, a échangé coup pour coup avec lui. Il s'est d'ailleurs fait atteindre et il a reculé un peu. J'ai trouvé que ce n'était pas nécessaire, qu'il aurait pu juste reculer et reboxer à distance où il le dominait complètement. Il a pris des risques inutiles qui, chez les lourds, peuvent te coûter très cher. Donc peut-être un peu d'impatience de son côté, mais c'était aussi parce qu'il voulait briller. Et il a un combat contre... j'ai Anthony Yardet en tête, c'est pas Yardet, c'est Joe Joyce, le médaillé olympique. Et il ne faudra pas qu'il fasse ces mêmes erreurs contre Joe Joyce, mais je pense qu'il va être beaucoup plus patient dans ce combat-là parce que c'est le combat qui vise, alors que là, c'est un combat plus pour briller. C'est le temps de quelques actualités. Ce n'est pas encore totalement officiel, mais il semble qu'Anthony Joshua a trouvé un adversaire pour son combat le 1er juin à New York. Mike Oppinger de Fox News rapportait que c'est Andy Ruiz fils qui s'est battu il n'y a pas très longtemps. La semaine dernière ou il y a 2 semaines. Oui. Et qui a subi sa seule défaite en carrière contre Joseph Parker. La réaction a quand même été assez positive parce qu'on dit Ruiz est un gars volontaire qui a foncièrement absolument rien à perdre. Donc s'il se fait complètement lessiver par Joshua, ben c'est pas grave. S'il démontre moindrement quelque chose d'intéressant, son nom va peut-être sortir pour d'autres combats pour la suite des choses. Chose certaine, il ne sera pas là pour se mettre les 2 gants devant le visage et attendre que la tempête passe. Il risque d'y aller pour quelques fois avant de se faire arrêter. Et le temps que ça durera, ben, ça sera agréable. Oui, un peu comme avait fait Povetkin. Il va chercher à lui faire mal en début de combat et après il risque de baisser le pied. Ruiz, on l'a vu se battre, c'était contre Dimitrenko, je pense que c'est la semaine dernière. C'est un gars qui est un petit, un peu grassouillé, mais qui a des mains très très rapides. C'est surprenant quand on voit son physique, on se dit ok, il n'a pas l'air d'un boxeur professionnel. Il parle parfaitement anglais et espagnol, donc ça va aider là, pour faire une bonne promotion. Combat qui est présenté sur DAZN, donc on va pouvoir intéresser un très large public. Oui, et c'est un gars qui a une personnalité très, très sympathique et qui dans le ring est très volontaire, qui est agressif, il lance des combinaisons, il essaye de faire mal à l'adversaire. Je ne pense pas qu'il ait les armes pour battre Joshua, mais il va y aller le tout pour le tout et il va tenter sa chance. C'est pour un combat de remplacement, je trouve que c'est quand même un bon adversaire. Peu de temps après qu'on a enregistré la semaine dernière, on a appris que Gennady Golovkin n'est plus avec son entraîneur Abel Sanchez. Cette nouvelle-là est tombée là, comme une véritable bombe dans le milieu de la boxe. On dit que c'est une question d'argent. Sanchez n'a pas hésité à donner des entrevues aux journalistes américains. Il a dit que le pourcentage de la bourse offert par Golovkin était insultant. On convient, là, la norme, c'est que la plupart des entraîneurs touchent environ 10% des bourses de leurs boxeurs. Par contre, en début de carrière, notamment un entraîneur comme Marc Ramsey, quand il avait Dalkaev, prenait pas la bourse parce que c'était minimal. Ouais. C'était minimal et avait des clients pas mal plus... disons qu'il lui rapportait pas mal plus d'argent, donc il passait outre, même des fois qu'il prenait la responsabilité de dépenses. Notamment, il m'avait expliqué un jour, un protecteur buccal taillé sur mesure pour la bouche d'un boxeur, ça coûte quand même relativement cher. Delkaev, pas beaucoup d'argent, je vais te le donner, l'argent, je vais te le payer. Et là, on dit, et Sanchez a dit, le gros contrat que Golovkin a signé avec DAZN, on parle d'un montant là, avoisinant les 100 millions de dollars, c'est bien ça? Je n'ai pas le montant en tête, mais c'est pas. Bref, il y a beaucoup d'argent et Sanchez a dit que ça l'a corrompu, il est devenu aveugle et c'était environ 5% qu'on lui offrait. Sanchez était avec Golovkin depuis son premier combat de championnat du monde. Donc, oui, il y a eu des combats intéressants, les 2 contre Canelo. Il y a eu quelques combats sur HBO, mais il y a aussi eu une certaine... je ne dirais pas de traversée du désert, mais des combats qui ont été présentés en Russie où il n'y avait pas vraiment de réseau de télé. Donc, on peut comprendre. Il est excessivement frustré dans le cas de Golovkin. On a dit on va annoncer l'identité de l'entraîneur prochainement. Et il était naturellement déçu. Il ne pensait jamais qu'elle allait en venir jusque-là. Ouais, c'est quand même triste parce que c'était une relation qui allait bien entre les deux. Je trouve que le style
d'entraîneur allait bien à Golovkin. Sanchez, c'est un gars qui aime bien les boxeurs agressifs qui coupent le ring. C'est exactement ce qu'est Golovkin. Maintenant, peut-être qu'avec un nouvel entraîneur, il va modifier un peu sa façon de boxer. Peut-être que c'est ce qu'il doit faire pour enfin obtenir la victoire contre Canelo. Il faudra voir comment le mariage va se passer avec un nouvel entraîneur, mais on ne va pas voir les résultats tout de suite. Il faut au moins 2 ou 3 combats avant de voir la patte d'un entraîneur sur un nouvel élève. Avant de passer au combat surveillé, permets-moi, Adrien, de prendre un petit moment. On ne parle pas souvent de boxe amateur, de féliciter les Québécois qui sont devenus champions amateurs canadiens il y a quelques jours à Victoria, en Colombie-Britannique. Donc, je défile chez les juvéniles, Tyler Molaison, Yacine Benaouidia. Chez les juniors, Marie-Jeanne Hébert, Esteban Rodriguez, Samy Morisset et Christopher Guerrero. Et chez les juniors, Camille Goyer, Leila Baudouin, la jeune sœur de notre ami Benoît Baudouin qui travaille avec nous à RDS, Claudia Marisol Diaz qui est responsable de communication chez Eye of the Tiger Management, Philippe Matombo, Junior Petanki Pekka, Christopher Bernier, tandis qu'Anne Marcotte, Caroline Vert, Sarah Kali, Éric Basran et Thomas Blumenfeld ont conservé leur titre, eux qui faisaient déjà partie de l'équipe nationale. Donc, félicitations à nos représentants québécois. Une autre fin de semaine complètement démentielle dans le monde de la boxe. On ne saura pas où donner de la tête, particulièrement samedi. 2 combats qui vont retenir notre attention. Commencer par Arthur Beterbiev qui défend son titre des poids mi-lourds de l'IBF pour la 2e fois. Il était devenu champion en novembre 2017, donc c'est moyenne d'à peu près un combat par année. Maintenant, le cœur et l'esprit léger. Ses problèmes avec Groupe Yvon Michel, tout ça c'est réglé. Tout ça c'est réglé. C'est entendu avec Top Rank. Veut se battre souvent. Et malheureusement, c'est pas non plus un adversaire de renom qui se nomme Kalajdžić. Il a subi sa seule défaite en carrière contre Marcus Brown. C'est un combat que plusieurs observateurs croient qu'il avait gagné. Oui. Donc, Marc Ramsey, qui était un de ceux qui l'avaient vu gagnant, dit qu'il faut surveiller. C'est un pitbull qui a peur de rien, qui a un peu... Oui, il a subi la défaite, mais il y a une certaine insouciance. Donc, c'est un combat qu'on prend extrêmement au sérieux. Par contre, c'est son rôle à Ramsey un peu de voir quelques coups en avant. Oui, c'est le rôle du promoteur, mais lui aussi doit se préparer. Et là, il a vraiment dit, là, c'est assez. Beterbiev ne rajeunit pas. Là, c'est bien beau les combats, défendre notre titre et tout, mais on veut vraiment de l'unification. On veut des combats payants. Et... c'est ce qu'on souhaite pour l'automne. Et Sergei Kovalev, de toute façon, a déjà manifesté le désir de l'affronter. Donc, je pense que... Ça serait très bien parce qu'il lui faut maintenant un adversaire de renom. Mais là, c'est pas un combat évident contre un adversaire dangereux qui n'est pas très connu, mais qui est quand même un bon boxeur. Moi aussi, je l'avais gagnant dans ce combat contre Marcus Brown. C'était un combat de 8 rounds qui était prévu pour 10 à la base, mais qui a été ramené à 8. Il a perdu par décision partagée. Et il y a eu un knockdown au premier round qui était un knockdown imaginaire. Il a glissé, il est tombé au tapis. Quand il était au tapis, Marcus Brown l'a tapé à la poitrine. Et l'arbitre a ni enlevé un point à Brown pour l'avoir frappé au sol, mais il l'a compté en plus, alors que c'était une glissade. Donc ça a fait un round 18, alors que c'était un round qui était relativement serré. Ensuite, lui, il a envoyé Marcus Brown au tapis. Il lui avait fait mal un petit peu avant aussi, il l'avait sonné. Et je pense que malgré tout, malgré la chute au tapis qui était imaginaire au premier round, il a remporté plus de rounds que Marcus Brown. Il aurait dû gagner ce combat-là. Donc ça vous montre un peu le niveau de Kalajdžić, qui n'a pas un niveau, à part Marcus Brown, il n'a pas de gros adversaires à sa fiche. Mais ce combat-là a montré qu'il était capable de se battre au plus haut niveau. C'est pas un adversaire facile. Et pour Beterbiev, c'est un adversaire qui est plus grand que lui et qui a 3 pouces d'avantage au niveau de la portée. Ça ne va pas être évident de rentrer à sa distance parce que... c'est le plus grand défi d'ailleurs à nous expliquer. Là, c'est vraiment le point qu'on devrait surveiller chez Beterbiev parce que chez les pros, il n'a jamais encore affronté un boxeur qui ressemble à Kalajdžić. Il y avait un petit peu Campillo, mais qui lui était gaucher, il n'avait pas des bras aussi longs. Là, il est vraiment il est à 6 pieds 2 contre, je pense, c'est 5 et 11 pour Beterbiev. Donc, c'est quand même grand, 6 pieds 2. Et il a une bonne force de frappe, surtout avec sa main droite. C'est son direct du droit qui est son arme dangereuse. Donc, c'est pas un combat évident. Ça me fait penser un petit peu à Callum Johnson, qui n'était pas le plus connu, mais qui a quand même été dérangeant pour Beterbiev. Bon, il a gagné par KO assez rapide, mais il avait été envoyé au tapis. Je ne souhaite pas la même chose contre Kalajdžić. Pas facile à dire comme nom.
Mais d'ailleurs, tout le monde le surnomme Hot Rod. C'est pas mal plus facile. Je pense qu'on va faire ça nous aussi. Mais bon, c'est un adversaire qui lui rapportera pas beaucoup de crédit. Il va pas avoir énormément de crédit pour l'avoir battu, mais il est dangereux. Donc c'est un peu, c'est pas win-win pour Beterbiev. C'est un peu plus, c'est pas un combat qui va lui faire gagner des fans ou qui va le faire ouvrir les yeux des différentes associations en disant waouh, lui, ok, c'est un vrai. Non, c'est un combat que tout le monde s'attend à ce qu'il gagne, mais c'est un adversaire qui est pas évident. Au sujet de l'inactivité de Beterbiev, Marc Ramsey disait il faut faire attention un peu. On tire bien ce qu'on veut de cet argument-là parce que oui, Beterbiev a été inactif, mais en même temps, 300 combats amateurs. Ouais. C'est fait beaucoup de stock. Et Kalajdzic aussi a été très peu actif au cours des dernières années. Après sa défaite contre Marcus Brown, seulement 3 combats et c'est 7 rounds. Il a été inactif pendant près de 2 ans, peut-être 22 mois. Et je lisais quelque part, c'est qu'il y avait une blessure récurrente à une main, a vraiment pris le temps de bien la guérir. Et là, il est prêt à revenir dans l'arène. Ses 2 derniers combats, c'est des victoires avant la limite au premier round. Un peu, des fois, t'évoquais la chute au plancher contre Callum Johnson. Ça avait été aussi le cas contre Jeff Page dans un combat qui avait été présenté au Vieux Colisée de Québec. Ramsey dit Beterbiev est tellement confortable à l'entraînement et tellement dominant qu'il y a un peu une forme de cruise control qui s'installe. Et c'est pour ça qu'arrive dans le ring pour son combat est un peu... je dirais pas nonchalant, mais un peu trop relax. Un peu trop relax. Et c'est à ce moment-là que ses adversaires peuvent en profiter. Et dans une certaine mesure, en ont profité. Il faudra surveiller l'Américain d'origine bosnienne parce que, justement, il fonce, il commence en force. Il y a une petite fenêtre d'opportunité pour lui et il faudra voir s'il va être en mesure de la saisir. Oui, et après, au niveau de l'inactivité, ça dépend aussi de la manière dont le boxeur appréhende cette inactivité. Il y en a certains qui vont prendre ça un peu plus relax, qui vont moins faire attention à leur alimentation. Beterbiev, lui, il est à l'entraînement tous les jours et il est très sérieux dans son approche. Donc, je ne pense pas que l'inactivité, ça va jouer un gros rôle dans son cas. Et bonne nouvelle, cet événement sera présenté en direct sur les zones de RDS samedi soir, c'est à compter de 22h. Sinon, au même moment, l'autre combat, celui que j'attends depuis un très bon moment, c'est la rencontre au sommet entre Saúl Canelo Alvarez et Daniel Jacobs, méga combat d'unification des titres. Jacobs, champion IBF des poids moyens, Canelo, ceinture WBA et WBC. C'est le 2e combat de Canelo depuis qu'il a signé son lucratif contrat de 365 millions de $. On lui avait donné une petite passe gratuite contre Rocky Fielding. On lui a permis de devenir champion à 168 livres. C'était le premier Mexicain, je pense, à avoir, peut-être pas avoir 3 titres, mais premier Mexicain à aller aussi haut, peut-être avoir 3 titres dans des catégories différentes. Là, cette fois-ci, je pense pas qu'il va rien avoir de facile contre... Non, ça va pas être le même genre d'adversaire. Jacobs, parce que ce dernier possède assurément les outils pour donner de la difficulté à Canelo Alvarez. Même dans l'entourage de Canelo, on disait Daniel Jacobs représente peut-être un plus grand défi que Gennady Golovkin. Bon, il y a une part de promotion là, parce qu'on veut que les gens s'intéressent au combat, mais d'un autre côté, on disait Jacobs, c'est vraiment un boxeur, permets-moi l'anglicisme, slick, qui boxe un peu selon le livre, est un boxe comme on l'enseigne par les entraîneurs dans les rangs amateurs aux États-Unis. Ça pourrait poser un petit problème à Canelo qui est peut-être un peu plus rude. D'un autre côté, pour Canelo, on dit a beaucoup appris de son combat contre Floyd Mayweather. Il était jeune, il avait seulement 23 ans à l'époque, mais il a appris à se battre contre un boxeur, le meilleur boxeur défensif de l'histoire. Oui. Alors c'est vrai que c'est un défi, c'est un gros défi aussi. Je ne sais pas si c'est un plus gros défi que Golovkin, mais en tout cas c'est un défi vraiment différent parce que c'est pas le même style de boxeur. Comme tu as dit, c'est un boxeur qui est très classique et qui a peut-être une meilleure défense que Golovkin, en tout cas qui est plus fluide, on va dire, dans ses mouvements. C'est ce qui avait posé problème à Canelo contre Mayweather. Bon, Jacobs n'est pas Mayweather non plus, mais il a un style un peu plus fluide, on va le dire comme ça. Des déplacements plus latéraux alors que Golovkin avance vraiment sur sa cible. Donc c'est pas le même défi, mais Canelo en même temps a un bon jeu de pied aussi. Canelo est très complet, c'est un boxeur qui est capable de s'adapter à peu près toutes les situations.
Et Jacobs, oui, a quand même une bonne défense, mais c'est possible de l'atteindre, c'est possible de lui faire mal. Il a déjà été mis KO d'ailleurs, c'est par Dimitri Pirog il y a quelques années. Là, il était très jeune. On peut dire que Jacobs était très jeune à ce moment-là. Oui, il avait 22 ou 20. Il était en tout cas début vingtaine. Il avait fait son combat de retour au Colisée Pepsi d'ailleurs. Oui, après son cancer aussi. Ah oui, tu veux dire après cette défaite-là. Après sa défaite, et on sait, il y a eu un cancer qui l'a tenu à l'écart pendant un petit bout de temps et est devenu champion du monde. Après ça, oui. Et donc ça va être un combat intriguant parce que j'ai hâte de voir la stratégie que va adopter Jacobs. Est-ce qu'il y a quand même une bonne force de frappe, surtout avec sa droite? Est-ce qu'il va être plus agressif? Est-ce qu'il va essayer de boxer Canelo? Est-ce qu'il va essayer d'agresser Canelo? Ça va être intéressant de voir. Canelo, lui, aime bien travailler en contre, mais il aime bien aussi, il est très capable d'avancer sur son adversaire. Donc j'ai hâte de voir l'approche de chacun des deux boxeurs parce que je pense que Canelo a peut-être un peu plus les armes pour s'adapter à ce que Jacobs au visage que Jacobs va lui montrer dans le ring. Mais Jacobs, lui aussi, est capable de s'adapter parce qu'il a une boxe aussi, lui, qui est assez complète. Il se déplace bien, il a une assez bonne force de frappe, il est précis. Peut-être parfois, il manque un peu d'activité, mais on peut dire la même chose de Canelo. Parfois, il attend un peu trop le coup parfait pour contrer avec un seul coup, alors qu'il aurait peut-être plus avantage à laisser partir des combinaisons. Mais j'ai bien hâte de voir vraiment l'approche des deux boxeurs et comment chacun va s'adapter à ce que l'autre amène dans le ring. Parce que statistiquement, ça se ressemble beaucoup. C'est pratiquement égal. On pourrait dire, disons, très sommairement, que Canelo est peut-être légèrement meilleur en attaque, mais Jacobs compense en étant légèrement meilleur en défense. Tu l'as évoqué, Jacobs un peu plus grand, 5 pieds 11 contre 5 pieds 8, et aussi la portée, 73 pouces contre 70 pouces et demi. Est-ce que la clé pour la victoire pour Canelo, on parle beaucoup, Jacobs, c'est en se déplaçant, c'est en boxant en bonne et due forme qu'il y a des chances de succès. Par contre, on dit quand Canelo s'est battu contre Lara, qui est un boxeur qui se déplace nettement mieux que Jacobs, a été en mesure de le neutraliser. Mais je pensais à son dernier combat. Bon, je ne comprends pas du tout en train de comparer Rocky Fielding à Daniel Jacobs, mais on a vu la clé pour arrêter un boxeur qui se déplace, c'est le frapper au corps. Et Canelo, c'est un boxeur qui aime et qui est très efficace lorsqu'il s'attaque au corps de son adversaire. Ouais, surtout avec son crochet gauche, c'est l'arme des Mexicains, c'était l'arme de Julio César Chavez qui a inspiré tous les boxeurs mexicains après lui avec ce coup-là. Et c'est vrai que Canelo est très très efficace avec son crochet au corps. Mais je trouve que par contre contre Erislandy Lara, il avait eu quand même du mal. Lara avait réussi à lui poser beaucoup de problèmes. Ça n'a pas été une victoire décisive, on s'entend. Oui, il avait réussi à le battre, mais ça avait quand même été serré. Il me semble que c'était une décision partagée ou majoritaire. En tout cas, ça avait été un combat serré. Et je trouve que c'est le style qui pose le plus de problèmes à Canelo. Mais après, je pense que du côté de Jacobs, il va falloir aussi varier un petit peu, ne pas toujours montrer le même visage à Canelo. Avoir au moins deux ou trois plans de match et jongler entre chacun, parfois se déplacer, mais de ne pas rentrer dans un rythme un peu monotone, si tu veux, où Canelo va savoir à quoi s'attendre. Se déplacer la plupart du temps, mais parfois être plus agressif, avancer et faire un peu reculer Canelo. Après, reprendre les déplacements, varier un petit peu le type d'attaque et la stratégie, si tu veux. Je pense que c'est ça la clé pour empêcher Canelo de se sentir, d'être à l'aise dans le ring et de savoir à quoi s'attendre. Contre Lara, c'est une victoire même par décision partagée. C'était des cartes de 115, 113 de part et d'autre. Et sinon, Canelo avait eu un 117, 111. C'est drôle que tu parles d'avoir plusieurs stratégies parce que même en conférence téléphonique la semaine dernière, Daniel Jacobs a parlé de plan A, B, C, D, qui allait jongler avec tout ça. C'est ce à quoi je m'attends. Il faut qu'il fasse ça parce que si tu donnes à Canelo un seul visage, il va savoir s'adapter, il va voir tes tendances, etc. Alors que si parfois tu avances, parfois tu te déplaces, parfois tu accroches, tu es à l'intérieur, ça va peut-être un peu le déstabiliser et ça va l'empêcher de vraiment être à l'aise. Et le mot de la fin sur ce combat-là revient peut-être à Bernard Hopkins, qui a toujours quelque chose d'intéressant ou pas à dire. Il a dit « Pourquoi Canelo Alvarez est un boxeur si populaire partout sur la planète? C'est parce qu'il est capable de s'adapter et offrir aux partisans ce qu'ils veulent. Il est capable d'offrir de l'attaque quand c'est le temps, capable d'offrir du cœur quand c'est le temps, de la stratégie des déplacements. Il se bat à la mexicaine, il se bat à l'américaine. C'est un boxeur qui est tellement polyvalent, qui sait plaire au public et c'est pour ça
que c'est le plus populaire de la planète en ce moment. C'est pas faux, c'est un boxeur très polyvalent qui est capable de faire à peu près tout dans un ring de boxe. Donc, oui, il n'a pas tort, le bon Bernard. Donc, rapidement, on va évoquer les combats qui sont à surveiller cette semaine. Ça commence jeudi sur la page Facebook Golden Boy Fight Night, en espérant que ça tienne. Yamaguchi Falcao qui affronte Chris Pearson. Pearson, c'est un nom qu'on a évoqué. Il devait affronter Christian Billy à Philadelphie à la fin mars et un peu à la dernière seconde avait dit finalement, je passe mon tour. On comprend pourquoi. Il est en finale d'un événement qui est présenté par Golden Boy Promotion. Falcao, c'est un Brésilien, si je ne me trompe pas, qui participe au jeu. Est-ce que c'est Esquiva, Falcao? Yamaguchi. Non, ça ne doit pas être le même, parce que c'est Esquiva, Falcao, qui est le... Peu importe, l'intérêt de ce combat-là réside... je me fais prendre au dépourvu. Oh non, mais c'est un Brésilien. Avec ce nom comme ça, c'est un Brésilien, c'est sûr. L'intérêt pour cette carte, ça réside évidemment à la présence des deux Québécois, Steven Butler et Eric Bazignan. Butler affronte Vitaly Kopilenko et Bazignan Alan Kampa. Je rappelle, Kopilenko, on en a parlé ces dernières semaines. Sa seule défaite en carrière, c'est contre Willie Monroe fils. Mais depuis, la fiche de ses adversaires, début professionnel, 6-7-2, 5-10-2, 0-31, 16-11 et 5-4. Ouais. Voilà, rien à redire. Est-ce que c'est plus intéressant pour Bazignan? Peut-être. Alan Kampa, lui, on l'a déjà vu contre Derevchenko, Jesse Hart et Demetrius Ballard. 3 boxeurs invaincus au moment où ils affrontaient Kampa. Mais la fiche des rivaux qu'il a battu, c'est pas nécessairement plus reluisant que notre ami Kopilenko. Mais on va pouvoir se prêter au jeu des comparaisons. Ouais. On aime tellement cela. Et au moins, c'est un gars qui a déjà fait face à des boxeurs de haut niveau. Donc, il a peut-être un peu plus, il sait un peu plus à quoi s'attendre. Mais le but de ce gars-là, c'est de vraiment montrer les deux Québécois au public américain. Et j'espère que ça va avoir le même impact que le combat d'Ivulis la semaine passée. Oui, parce que là, soyez pas en trop grand nombre à le regarder parce que vous allez faire planter la page, la diffusion Facebook de Golden Boy. Je pense qu'ils se sont adaptés là. Après le semi-fiasco de la semaine passée, je pense qu'il y a eu des ajustements. Sinon, Canelo Alvarez contre Daniel Jacobs, samedi à compter de 19h30 sur DAZN. David Lemieux, on se rappelle, il était censé faire la demi-finale de cet événement, devait affronter John Ryder pour le titre intérimaire des super moyens de la WBA, mais on rappelle qu'il a dû déclarer forfait en raison d'une blessure à une main. Ryder va finalement affronter Bilal Akawai, qui est classé 4e à la WBA et 10e à l'IBF. Il a surtout fait carrière en Australie, mais depuis ces dernières semaines, tu nous as dit, il faut se méfier de ces boxeurs qui surgissent. Comme Doheny, comme Denis Hogan. De nulle part. Par contre, Ryder, on rappelle, déjà perdu contre Billy Joe Saunders et... Rocky Fielding. Le spectaculaire Rocky Fielding. Ouais. Écoute, c'était pour le titre britannique. Il a perdu 3 fois pour le titre britannique, mais après, il a eu une surprise en battant Jamie Cox. C'est quand même il est monté chez les super moyens parce qu'il faisait plus le poids chez les moyens, un peu comme notre ami David Lemieux. Lui aussi, il est pas très grand pour la catégorie. Il n'a pas une grande portée. Donc ça rappelle un peu David Lemieux. Après, il n'a pas la puissance de Lemieux. Il a quand même un bon crochet droit, mais c'est un gars qui se déplace pas très bien, mais il a quand même une bonne technique, une assez bonne défense. Du côté de Akawai, c'est pas le plus connu. C'est un jeune boxeur, il a que 25 ans. C'est un gars qui a pas mal de puissance, notamment dans sa main droite, mais il est très peu testé. Son dernier adversaire avait une fiche de 1 victoire, 3 défaites à son 20e ou 21e combat. Donc ça montre un peu le niveau d'adversité qu'il a connu. Ryder est beaucoup plus expérimenté. On sait que pour monter les échelons au niveau britannique, au niveau national en Grande-Bretagne, c'est très compétitif. Il y a de très bons boxeurs. On voit toujours des jeunes qui se... On a parlé tout à l'heure de Joe Joyce qui va affronter Daniel Dubois. C'est pour les titres britanniques. Ce n'est même pas un titre européen, c'est un titre britannique. Et c'est 2 boxeurs de haut niveau. Donc, pour arriver à être champion britannique, faut vraiment passer à travers des très bons boxeurs. Alors qu'en Australie, il n'a pas eu, à Kauai, il n'a pas eu le même niveau d'adversité. Donc, je pense que ça va être compliqué au début du combat pour lui. Peut-être qu'il sera capable de s'adapter, mais il va falloir faire attention au début. Sinon, un de tes préférés, Vergil Ortiz-Fils, qui va se battre en demi-finale, va affronter un vétéran, Mauricio Herrera. Lui, je pense qu'il a affronté à peu près tout le monde dans le monde de la boxe. Il revient d'une défaite contre Saddam Ali.
Donc, il est rendu à 38 ans, Herrera, il est vieillissant, mais c'est un boxeur qui a très peu de puissance, donc c'est pas très dangereux pour Ortiz, mais c'est un gars qui a un très bon jab et qui a une bonne défense, donc qui est censé donner des rondes à Ortiz, l'embêter un petit peu, l'empêcher d'être aussi spectaculaire que d'habitude, et ça sera à Ortiz de défaire ce puzzle qui est en face de lui. S'il veut continuer sur sa séquence de KO, il a 12 KO en 12 victoires. Ortiz, c'est un gars qui est très spectaculaire, qui a des mains, qui est très vif, qui a une bonne technique, qui a beaucoup de puissance dans les deux mains, qui a une belle variété de coups. Il a vraiment une belle boxe. C'est beau à voir. Et là, ça va être... il risque de briller un petit peu moins que d'habitude contre un vétéran comme Herrera, qui lui est capable de neutraliser un peu l'attaque de l'adversaire. Donc ça va être intéressant. Je m'attends à une victoire d'Ortiz. Mais ça va être bien de voir comment il s'adapte à un vétéran comme ça qui a tous les petits trucs du métier, notamment défensivement. Parlant de Sadam Ali, il va lui aussi être de cette carte. Il affronte Anthony Young, qui lui a remporté ses 9 derniers combats. Ali, ancien champion du monde. Young n'a pas vraiment l'expérience d'Ali. J'ai noté ses 3 derniers adversaires des fiches de 13 victoires, 6 défaites, 10 victoires, 7 défaites, 24 victoires, 30 défaites. Donc il a 20 victoires, je n'ai pas sa fiche en tête, je pense que c'est 20 victoires de défaites ou 21 victoires de défaites, mais ce n'est pas du tout le même niveau d'adversaire. Quand on regarde les 3 derniers adversaires de Sadam Ali, il y a une légende en Miguel Cotto, il y a un champion du monde en Jaime Munguia. C'est pas le même, le même niveau d'adversaire en face. Et j'en parlais sur les ondes de RDS et sur TSN2, là, pour ceux qui seraient intéressés d'entendre les analyses d'André Ward ou de Tim Bradley. En demi-finale d'Arthur Beterbiev contre Radiviov Kalajic. Retour dans le ring du champion des super mouches de l'IBF, Erwin Ankayas, qui lui va défendre son titre pour la 6e fois. Oui, Ankayas, c'est Donc, il a défendu son titre pour la 6e fois, avait battu Alejandro Santiago Barrios. Et là, il affronte son aspirant obligatoire, Ryuichi Funai. Et là, je faisais des recherches. Savais-tu qu'un seul Japonais qui a détenu la ceinture IBF des supermouches depuis 1985? Oh, attends, est-ce que c'est Uchiyama? Non, c'est Daiki Kameda. Ça a été l'instant d'une remporter le titre et il l'a perdu dès son combat suivant. Alors, c'est une catégorie de poids qu'on retrouve beaucoup en Asie, notamment au Japon. Inoue, qui a été champion des supermouches dans une autre organisation, mais quand même. Je me trompe, Uchiyama, c'était 126 livres, c'était les plumes. Voilà, je n'étais pas loin. Mais oui, Ankaras, c'est un boxeur philippin, un gaucher qui est assez grand pour la catégorie, qui a pas mal de KO. Il a 20 KO en 30 victoires, une bonne puissance notamment dans sa main gauche, mais ses derniers combats ont été un petit peu en dessous de ses standards habituels. Il était un petit peu décevant. Donc là, il faudra voir comment il rebondit contre Funai, qui lui a 7 défaites en carrière, a boxé pour la plupart de ses combats au Japon, même pour tous ses combats, il me semble, à moins qu'il y en avait un à l'extérieur. Mais en tout cas, c'est un boxeur qui a eu quelques défaites en cours de route, qui a toujours su rebondir. Mais à mon avis, c'est quand même une victime tout à fait à la portée d'Ankaras, qui, j'espère, on va voir l'Ankaras des combats. Des anciens combats, pas de ces 2 derniers combats qui ont été un peu décevants de sa part. Donc, c'est ce qui fait le tour de l'actualité. Comme à l'habitude, je vous invite à visiter notre page Facebook, le compte de 8, ou encore nous écrire à nos différents comptes Twitter, @FPaquinRDS ou encore @AdrienMeur. Je vous rappelle que c'est possible de nous écouter chaque semaine sur Spreaker, iTunes, Google Play Music, ainsi que Spotify et même YouTube, si vous voulez nous voir en chair et en os. Au nom d'Adrien Meur et du chaman de la mise en onde, Tim Fournier, ici Francis Paquin, qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous dit à la prochaine. Ciao!